Et salut à tous et salut à toutes, c'est Yoni, mais je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de Time Out, une émission un petit peu particulière ce soir puisqu'on fait un hors-série consacré entièrement à la carrière de Tony Parker. Une semaine, un peu plus d'une semaine après la sortie du docu Netflix sur Tipeee, on s'est dit qu'on allait faire une petite rétrospective de la carrière de Tony Parker qui est, je pense qu'on en parlera tout au long de l'émission, mais le meilleur basketteur français de l'histoire. On discutera bien évidemment de sa carrière, on discutera évidemment de son influence sur le basketball français. On va voir comment Tony Parker est vraiment un modèle de réussite à la française. Une émission, comme je vous disais, spéciale. On avait fait une émission à l'époque sur Michael Jordan après la sortie du Netflix qui vous avait pas mal intéressé, qui avait pas mal fonctionné. Et on s'est dit que ça pourrait être bien de faire la même chose pour notre Michael Jordan français, on va dire Tony Parker. Voilà pour le programme de ce soir. On a une équipe incroyable, encore une fois, ce soir pour parler de Tipeee. Je vais commencer avec toi, Lucas, puisque toi, Lucas, tu es le fanboy des Spurs de la team. Impossible de faire cette émission sans toi. Comment tu vas, Lucas? Difficile, ouais, bah, ça va très bien. Moi, quand le docu est sorti, j'étais devant mon ordi, hop, prêt à le regarder. Je m'étais mis bien tranquille. Et j'ai bien kiffé parce que, effectivement, j'ai appris plein d'autres trucs. Et puis, donc voilà, très content de faire cette émission avec vous et de pouvoir parler de Tipeee, effectivement, le meilleur joueur français basket. Le docu était très, très lourd. On sent encore les petits frissons dans ta voix. Exactement. Ah oui, frissons, il y en a eu. On parlera de tout ça. On a bien évidemment Monsieur Théo Accard. Théo, comment tu vas? Bah écoute, ça va, Yonim, très présent cette semaine. Hein. Je suis là, il va falloir que je prenne des congés là. Hein. J'espère que tu me l'autoriseras parce que je vais commencer à fatiguer. Mais écoute, ça va. J'ai vu le docu hier pour qu'il soit le plus frais possible dans ma tête au moment d'en parler. Puis voilà, tout va bien. Et tu fais bien, on parlera beaucoup de tout ça avec toi. Et puis on a un invité spécial, bien évidemment. Enfin, bien évidemment, non, pas bien évidemment, mais on a un invité spécial, en tout cas pour cette émission. Il nous fait l'honneur d'être avec nous, Monsieur Antoine Bancharel. Antoine, comment tu vas? Est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs qui ne te connaîtraient pas? Ouais, donc du coup Antoine, ça fait à peu près 10 ans que je suis ici aux États-Unis, que je suis correspondant pour plusieurs médias. Et donc là, récemment, j'ai commencé une collaboration avec l'équipe. Sinon, c'est Canal+ Afrique, diffuseur dans les 25 pays d'Afrique francophone. Ouest France aussi, Basket Info, voilà. T'as pas mal rôdé un petit peu sur les routes médiatiques. C'est pour ça qu'on dit que ça peut être intéressant de discuter avec toi de Tony Parker, toi qui es aux États-Unis en plus. Donc voilà, messieurs, on va parler de la carrière de Tipeee. On a divisé ça en plusieurs parties. On va revenir sur les grands moments de la carrière de Tony Parker. On va commencer, messieurs, si vous le voulez bien, tout de suite avec la première partie de l'émission. Et forcément, on va commencer avec les débuts de Tipeee tout de suite dans la première partie. Moi, depuis très très tôt, je savais ce que je voulais. Parce qu'il me trouvait trop petit et trop maigre. Mais s'il y avait un truc où je savais qu'il ne pourrait pas me battre, c'est au niveau mental. Je me suis dit, bon, je suis différent. On débute cette émission avec, comme je vous le disais, les débuts de Tony Parker en NBA. Surtout, on va pas, mentionnons quand même son passage au Paris Racing. C'était du coup en 1999-2000 pour sa première saison, 2000-2001 pour sa deuxième saison. Tony Parker, du coup, qui était un grand espoir déjà du basket français, qui décide de s'inscrire à la draft et qui se fait drafter en 28e position, du coup, en 2001 par les Spurs. With the 28th pick in the 2001 draft, the San Antonio Spurs select Tony Parker of Racing Club Paris, France. And Rick certainly brought his name up earlier in the evening. C'est le premier Français, le premier vrai talent, on va dire, à arriver en NBA comme ça et à lancer un petit peu cette mode des Français en NBA en 2001. C'est une époque qui semble très très lointaine maintenant.
Antoine, toi, les débuts de Tipeee, on parlera un petit peu du docu après, hein, mais faisons un petit flashback sur ce début de Tony Parker en 2001. Comment ça se passe pour lui quand il arrive dans cette franchise qui est San Antonio? Si ça te dérange pas, j'ai juste de corriger parce que comme il y avait eu quand même Tariq Abdul-Wahad avant, Oui, oui. Olivier Saint-Jean, drafté, devenu Tariq Abdul-Wahad, ça avait quand même beaucoup marqué ça, notamment vu de France. Par contre, c'est vrai qu'il n'était pas complètement formé en France, puisqu'il avait fait Michigan et San José, et que Tony, lui, avait eu des propositions, mais avait décidé de rester en France. Donc, petite différence, et c'est vrai que c'est le pur produit formé à l'étranger. Et donc, du coup, pour le basket français, effectivement, Tony, un tout petit peu différent. Ses débuts, on l'a vu dans le docu, mais c'est vrai que l'histoire, moi, elle avait été narrée, quoi. Il sort d'un avion, c'est de Chicago qu'il arrive, je crois. En plus, c'est sa ville natale où il allait, c'est la ville natale de son père, où il allait souvent, c'est la ville familiale, on va dire, où il allait une fois par an, etc. Donc, bref, il sort de cet avion de Chicago, il va faire un essai aux Spurs et il est mais vraiment mauvais, quoi. Vraiment mauvais, ce qui fait que du coup, Pop ne veut pas le voir, etc. C'est Sam Presti, qui l'avait scouté, qui avait chopé des cassettes, etc., qui insiste de plus en plus, qui avait aussi convaincu R.C. Burford, le GM, qui du coup arrive à le faire revenir. Ça, moi, j'avais pas la timeline, mais dans le docu, ça a l'air d'être genre 2-3 semaines après, quoi. Moi, je pensais que bon, il s'était un petit peu planté, et puis que genre le lendemain, il revient ou un truc comme ça. C'est plus tard, en fait, hein, il va faire d'autres workouts. Et d'ailleurs, il a l'air de dire aussi que c'est parce que les autres workouts se passent très bien que aussi les Spurs se disent attends, on n'a peut-être pas vu le vrai Tipeee. Ouais. Voilà. Arrivé, Tim Duncan, ils ne le disent pas trop, mais en fait, j'oublie le nom du joueur, mais c'est un pote à lui qui est meneur, titulaire. S'il y en a qui peuvent le chercher un petit peu, vous nous le direz. Ouais, je me souviens plus du nom. Ouais, Ils le disent dans le docu, ouais, je me souviens plus du nom. Je ne sais plus s'ils le disent justement dans le docu. Ah ouais? Ouais, c'est pas celui qui est sur le banc après qui dit quand Tony devient titulaire, genre 4 matchs après, je me souviens plus. Un truc Et du coup, voilà, mais en tout cas, c'est lui qui est pote avec Timmy. Et c'est pas pratique du tout pour l'ambiance, quoi, on va dire. Parce qu'en fait, Tony assez vite prend les devants. C'est lui qui va devenir titulaire, donc au bout du 4e match, effectivement. Et c'était le plus jeune meneur titulaire. Et en plus, c'est un étranger, c'est un Européen. Confier les clés d'une équipe à un Européen, ça paraît un petit peu bizarre. Je suis surpris que R.C. Burford disait que pour Pop, c'était éventuellement un peu une question, parce que même à l'heure d'aujourd'hui, Pop dit très clairement que tout ça, c'était des préjugés, etc., de l'ignorance même. Donc, c'est un petit peu surprenant de penser qu'il y avait cette ambiance-là à l'époque, quoi. Donc voilà. Et puis, par contre, un Pop très dur avec Tony Parker. Je pense qu'on ne pourra jamais se rendre compte à quel point, quoi. Parce qu'on voit toujours quelques petites images par-ci, par-là. Mais au quotidien, à vivre comme ça, tous les jours, de se faire un petit peu massacrer, de se faire rentrer dedans comme ça, c'est vraiment pas évident. Et ça prouve ce que disait Tony, que lui, il a toujours su qu'en fait, sa force par rapport à tout le monde, il a d'autres qualités, c'était quand même la force mentale, quoi. Force mentale de dingue. Et je pense qu'il fallait l'avoir pour être un meneur qui se fait rentrer dedans comme ça par Pop. Pop d'une intelligence énorme, savait certainement très bien équilibrer, savait aussi qu'est-ce qu'il faisait avec lui, pourquoi, etc. Mais tout de même, quoi, faut être solide en face. C'est vrai qu'on a l'image, nous, en 2020, d'un Pop presque gentil, voilà, d'un très bon coach, un petit peu sympa, etc. Mais il y a 20 ans, notamment avec ces jeunes joueurs qui arrivent, surtout dont il sent le potentiel, c'est un peu expliqué quand même dans le docu, il sent voilà, qu'il y a quand même quelque chose à faire, il a envie de le pousser plus loin, de le tester aussi, et c'est ce qui fait qu'il est très dur avec Tony. Théo, dans le docu du coup, que tu as vu très récemment, est-ce que tu l'as senti, toi, ce côté-là aussi, ce côté dur imposé par Pop, et comment toi tu analyses un petit peu ça en voyant comment est devenu Tony Parker ensuite?
Ouais, alors juste avant de parler du côté dur de Pop, je voudrais revenir sur Antoine Skadic. C'est Antonio Daniels, le meneur titulaire à l'époque des Spurs, qui est drafté la Voilà, même année que Tim Oui, Duncan. c'est vrai. Voilà. Et sinon, pour ce qui est de Pop, c'est vrai que en fait, très vite, Tony Parker, très vite dans le documentaire, on nous parle notamment de cette relation entre lui et Pop, qui est devenue pratiquement une relation père-fils au fil du temps, et qui est une relation très forte, parce que Tony a eu la chance de rester aussi longtemps dans une franchise. Et Pop, en fait, je pense, a très vite compris comment tirer le meilleur de son joueur. Et comme l'a très bien Antoine, la force mentale de Tony a fait qu'il n'a jamais eu même si ça a été dur et c'est dit, je ne sais plus par qui, mais c'est dit que Tony avait dû rentrer plusieurs fois en pleurant à la maison, mais en pleurant tout seul parce qu'il voulait pas montrer à quel point ça le touchait. Mais je pense que c'était ça aussi. Euh, Tony gardait les choses pour lui-même et travaillait de manière à ce que ça n'arrive plus, même si ça arriverait tout le temps parce que Pop trouve toujours des choses à lui dire. Mais je pense que c'est ce qui a forgé Tony et ce qui a fait aussi il était déjà compétiteur avec cette envie de gagner, mais c'est ce qui l'a transformé pour moi en légende en fait. Euh, Lucas, tu fais bien de le dire, le mot légende, on verra tout au long de l'émission, mais n'est pas usurpé quand on pense un peu à la carrière de Tony Parker. Euh, les Spurs, avant ça, enfin Lucas, toi qui est fan des Spurs quand même, est-ce que, enfin, quel est l'état des Spurs, on va dire, quel est le statut des Spurs un petit peu dans la ligue et du coup même en 2001 quand Tony arrive, quel est l'état de la franchise un petit peu, comment tu vois toi la franchise à l'époque Bah, difficile parce que j'avais 9 ans. Donc, Ouais. voilà, j'avais quand même 9 ans à l'état de 2001. Moi, j'ai plus vécu les fans de Tony, je dirais, à partir ouais, 2004, 2005. Là, j'étais un peu plus en âge de découvrir la NBA qu'à 9 ans, je n'étais pas trop NBA. Mais le truc, c'est que ce qui est particulier qu'on voit dans le documentaire, en fait, c'est qu'il arrive effectivement dans une franchise où il a tout à prouver. On a l'impression que c'est le petit gars d'Europe qui vient et qui il doit tout prouver, en fait. Il doit prouver à Duncan, il doit prouver à l'équipe. Parce que moi, ce qui m'a marqué le plus, justement, c'est le fait que Duncan ne lui adresse même pas la parole pendant un an. Je trouve ça hallucinant. Pour moi, ça, je ne le savais pas. Je savais qu'il avait tout à prouver et qu'il devait se battre. Mais de là à ce que je me dis, enfin, Duncan, dans le documentaire, il est dur quand même, hein, parce qu'il dit vraiment, moi, quand il est arrivé, pour moi, c'était personne. Il était chez ce petit Frenchie là qui venait d'Europe, je savais même pas ce qu'il valait. Enfin, et c'est là où on voit par quoi il est passé, tu vois. C'est-à-dire que le fait qu'en plus de Greg Popovich, qui était pas gentil tous les jours et qui lui mettait la pression, Duncan qui devait lui mettre aussi une grosse pression parce que c'était lui la star. C'est pas facile quand tu peux compter finalement sur peu de monde, quoi, à part des mecs comme, enfin un peu plus tard, mais Boris Dio, tout ça, mais sinon tu peux compter sur presque personne. Donc c'est quand même très compliqué et c'est là sa force de caractère. Et je pense que ce qui a fait qu'il en est arrivé là, c'est aussi parce qu'il a eu l'éducation de son père, le fait que ça a été dur dès le début. C'est pas anodin non plus qu'il soit très bon ami avec Thierry Henry. Thierry Henry, il a été élevé à la dure par son père aussi, pour ceux qui ont regardé plein de reportages sur lui, mais il a été élevé vraiment à la dure. Et ces mecs-là, c'est des légendes et des champions parce qu'ils n'ont jamais baissé les bras dans les moments difficiles, parce qu'ils ont su vraiment, même quand tous les éléments sont contre toi, ben tu t'avances. Et c'est pour ça que moi je dis chapeau et respect, parce que c'est des mecs, il y a plein de mecs qui auraient explosé en vol à sa place, tu vois ce que je veux dire? Qui seraient arrivés chez les Spurs, titulaire au bout de 5e match, bon, bah, merci, au revoir, t'exploses, tu peux complètement exploser en vol. Et Tipeee, il n'a pas explosé, quoi. Et ça, c'est fort. C'est là où c'est très, très fort, en fait. Et on s'en rend pas compte, parce que on se rend compte que quand Grepovic, à la fin de sa carrière, lui dit excuse-moi pour toutes les sévices mentales et physiques que je t'ai fait subir. Ça, pour moi, c'est la phrase qui résume parfaitement la carrière de Tony Parker, quoi, aux Spurs. C'est exactement la phrase, quoi. Ça veut tout dire. Tony, du coup, termine sa première saison avec les Spurs. Du coup, on l'a dit, titulaire au bout de 5 matchs. Le plus jeune titulaire, effectivement, de l'histoire de la NBA à l'époque, ce qui n'est pas rien. Termine sa première saison avec San Antonio avec 9,2 points de moyenne, 4,3 assists de moyenne, ce qui n'est plutôt pas mal pour un jeune, surtout qu'à l'époque, voilà, on est sur une franchise. Il y a toujours David Robinson qui est là.
Duncan qui est là aussi. On n'est pas sur la franchise encore de Tony Parker à ce moment-là. Tony qui termine du coup sa deuxième saison cette fois-ci avec 15,5 points, nette progression. Et puis, messieurs, on arrive tout doucement au premier titre des Spurs en 2003. Antoine, sur cette saison-là, quel est le rôle un petit peu de Tony dans... Les Spurs vont chercher le titre en 2003. Quel est le rôle de Tony sur cette saison-là et surtout sur l'influence du jeu c'est un premier titre, il a quoi, 22 ans, 21, 22 ans à l'époque. Il est tout jeune encore et il décroche le 5 titres NBA au final. Comment tu vois toi, ce premier titre en 2003? En fait, c'est quand même un petit peu compliqué, on va dire, puisque alors Seth, c'est le meneur titulaire. Il fait les 82 matchs de la saison régulière comme titulaire. Il a des plutôt bonnes moyennes, autour de 15 points, 5 passes, 2 rebonds et demi, quelque chose comme ça. Mais en playoff, il a vraiment du mal. Il a vraiment, vraiment du mal. C'est souvent Steve Kerr qui prend le relais. Doit y avoir... c'est qui d'autre qui prend aussi Terry Porter, non? Il n'y a pas Terry Porter qui était meneur aussi? Ouais, il doit y avoir de ça. Il doit y avoir un Terry Porter Là, aussi. Terry Porter. Du coup... Il n'est plus là? Non, Ah oui, 2003. Oui, 2001, il était là, mais 2003, il n'était plus là. Je sais plus. Ouais. Et Speedy Claxton. Claxton. Qui prennent souvent, surtout en fin de match. Donc, c'est là où on voit qu'un petit peu le manque d'expérience, etc., commence un petit peu à peser, qu'il y a certaines limites qui apparaissent, mais ce qui est pas forcément anormal, quoi. Encore une fois, on parle d'un jeune joueur, très très jeune joueur, qui du coup apprend encore son métier dans un collectif qui est quand même le système pop. C'est jamais évident de vraiment le mener, d'être sûr que tout ça soit bien huilé, etc. Il n'y a jamais vraiment un seul joueur star non plus, donc même si Duncan avait une énorme influence. Donc voilà, c'est un bon joueur titulaire dans une très grosse équipe qui va chercher le titre. Enfin, c'est une équipe des Nets qui, quand même, attention en face, quoi. C'est pas n'importe quoi. Mais ils sont, voilà, on voit quand même qu'il y a quelques limites sur ces playoffs-là pour Tony. Effectivement, c'était face aux Nets du New Jersey. Je ne remercie pas Tony Parker et les Spurs pour avoir pris ce titre-là. Mais puis surtout, quoi, en face, effectivement, tu l'as dit, Antoine, il y a du lourd, mais c'est quoi les conséquences pour vous, les gars? Peut-être Théo, c'est un peu, ils le disent aussi un petit peu dans le docu. Tony arrive, c'est sa deuxième saison, enfin sa troisième saison NBA. Du coup, déjà champion. Déjà champion, ouais, c'est vrai. Déjà champion, c'est vrai que c'est sa deuxième saison, pardon. Déjà champion NBA. Il devient par ailleurs le premier champion NBA français à ce moment-là. C'est quoi les conséquences de ça pour lui? Ils le disent un petit peu, il y a ce côté, c'est de voir la NBA facilement maintenant à ce moment-là. Qu'est-ce que tu en penses, toi, être champion à cet âge-là? Au final, on se dit, bah, c'est facile maintenant, quoi. Ouais, alors ouais, c'est vrai qu'il dit ça, mais c'est même toutes ses premières années, hein, je pense que jusqu'au titre de 2007, où le fait de gagner un titre tous les 2 ans, pour lui, ça paraissait pas un truc si exceptionnel que ça de gagner le titre, parce qu'il y arrivait souvent au début. Et ben après, le truc, c'est que moi, je pense que ces finales, elles lui ont permis de se forger aussi mentalement, parce que déjà, son concurrent direct, c'est le meilleur joueur adverse. Et de loin en plus. Jason Kidd à ce moment-là, il est à un niveau juste exceptionnel. Et je pense qu'après, il n'y a pas mieux aussi pour apprendre les finales NBA que d'être en face d'un joueur de ce niveau-là, de ce calibre-là, et de cette aura-là dans la ligue à ce moment-là. Et je pense que ça lui a permis aussi de progresser et de modifier son approche du jeu, de comprendre comment des grands meneurs sont devenus des grands meneurs, de comprendre ce qui doit changer, ce qu'il doit garder, ce qu'il a à faire en fait pour devenir le meneur qu'il a été durant sa carrière en fait. Lucas, comment toi tu vois toujours sur ce premier titre, on parlera des titres suivants après, ce premier titre-là, au final, du coup on l'a dit, hein, sa deuxième saison,
Justement, moi, je voulais réagir à ce que disait Antoine. Je trouve un peu dur au niveau des chiffres parce que j'ai calculé, je suis allé voir les stats, mais dans les playoffs, il est quand même à 14,6 de moyenne sur ses 24 matchs. Le truc, c'est qu'il est complètement irrégulier. Il fait des matchs à 7, 0, 5 points, mais il faut pas oublier que contre Dallas, il claque 27, 18, 19, 20, 29 et 25 points. Et contre les Nets, il claque 16, 21, 26 et 14. Après, il passe à côté des 3 autres. Mais dans l'ensemble, je trouve que pour une deuxième année post-rookie, c'est quand même pas immonde, même s'il il passe à travers sur certains de ses matchs. C'est l'irrégularité, mais c'est aussi parce que c'est sa deuxième année en NBA. On peut pas lui en demander beaucoup non plus. Mais je trouve que 14,6 points sur l'ensemble des 24 matchs de playoff en moyenne, c'est pas immonde pour une deuxième année, surtout qu'il n'a pas connu les finales. Après, voilà, ce titre 2003, c'est un peu la libération. Il est deuxième année, il a déjà un titre. Et comme l'a dit si bien Théo, un titre tous les 2 ans. Après, dans le documentaire, il dit j'ai l'impression que c'est facile de gagner des titres à NBA. Enfin, on a cette impression effectivement que ça roule, ça baigne. Et voilà, il est dans la bonne équipe et il apporte énormément. Et c'est vrai que il se laisse un peu peut-être aller au jeu de se dire c'est pas si dur que ça de gagner un titre. Et mais bon, l'avantage de l'avoir gagné si tôt aussi, c'est que déjà, tu fais partie de ces joueurs qui sont un peu décomplexés. Tu peux jouer peut-être plus décomplexé parce qu'il y a des joueurs qui n'auront probablement jamais de bac dans leur vie et qui continueront d'ailleurs de ne pas en avoir parce qu'ils sont toujours peut-être cette peur arriver en playoff, etc. On ne sait pas, par exemple, des joueurs comme, je sais pas moi, Antetokounmpo, est-ce qu'un jour il aura une bague? Est-ce qu'il ne va pas continuer à choke des fois en playoff? Ou est-ce qu'il y a ce petit moment où il doit faire la différence, il n'y arrivera pas? On ne sait pas. Mais l'avantage d'avoir débloqué ce côté de j'ai gagné un titre, te permet de jouer beaucoup plus libéré parce que ça y est, tu as gagné le titre, c'est bon, tu as ta bague et c'est bon, c'est coché, quoi. Maintenant, le but, c'est pas que du bonus, mais c'est de faire le maximum pour en gagner d'autres. Et là, après, c'est du bonus. Parce qu'un Français qui gagne une bague, c'est déjà voilà, dans l'histoire, quoi. Donc, je pense qu'il y avait ce côté-là qui l'a aidé à se débloquer, à être bien meilleur après par la suite, quoi. En plus d'être dans une équipe, le Big Free. Carrément, tu l'as dit, du bonus, il va en avoir pas mal. Oui, il va en avoir du pas mal, mais un beau bonus. Au final, ses moyennes continuent à augmenter. Du coup, on l'a dit, 15,5 points. Bon, la saison d'après, il termine à 14,7 points, mais ça continue de monter tranquillement. 16,6 la saison 2004-2005. Et puis, surtout, un nouveau titre NBA cette fois-ci. On commence à avoir les contours d'un joli duo aussi avec Tim Duncan qui domine la ligue encore et toujours. Antoine, là on arrive au titre de 2005 que les Spurs gagnent face aux Pistons. Cette fois-ci c'est plus compliqué aussi en finale, 4-3 au total. Comment là tu vois, toi, de ton point de vue, ce deuxième titre pour Tony Parker et voilà, c'est sa 4e saison. Comment tu analyses un petit peu cette évolution qu'a pu avoir Tony sur ses débuts et puis là sur son deuxième titre NBA? Oui, alors c'est vrai que il est mauvais dans les playoffs du premier titre. C'est vrai que c'est plutôt qu'il est inconstant, mais du coup, pour les standards déjà de Tony Parker qu'on connaît maintenant, et aussi les standards des Spurs de l'époque qui veulent être des title contenders tous les ans, c'est un petit peu compliqué. C'est ça qui fait qu'en fait, avant le deuxième titre, il y a des doutes sur lui, sur son avenir aux Spurs, et que notamment, il y a un trade manqué avec Jason Kidd. Mais les Spurs, clairement, voulaient l'activer, ce trade. Finalement, du coup, il parle avec Pop. C'est ça qui est bien, hein, c'est que même s'il y a effectivement de la dureté, etc., du côté de Popovich, il y a quand même toujours un dialogue. D'accord, c'est pas un coach qui juste te rentre dedans et jamais te parle derrière. Il continuera de te parler. Donc ça, c'est quand même très, très important. Et là, Tony est bon dans la saison, bon dans les playoffs. Finale plus compliquée quand même. Finale plus compliquée. Justement pour aller chercher les chiffres à chaque fois pour compléter. Mais du coup, déjà, avant, donc l'année d'avant, ils ont perdu contre les Lakers au deuxième tour, il me semble. Et ensuite, donc ils peuvent faire le back-to-back, ce qu'on sait, ils n'arriveront jamais à faire au final. Et donc, il me semble qu'il est particulièrement bon dans la saison avant le deuxième titre. Il fait des bons playoffs, mais en finale notamment, c'est Manu Ginobili et même Brent Barry qui vont être pas mal des playmakers. Puisqu'il y a quelques limites sur Tony. Voilà. Mais ils arrivent à gagner ce titre en 7 matchs.
Donc, match 7, c'est toujours exceptionnel. Une très, 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 très belle opposition face à Détroit qui tenait le titre et qui, eux, voulaient faire leur back-to-back. Sacrée équipe de Détroit à l'époque. J'imagine qu'on a des auditeurs qui sont un petit peu jeunes. Ceux qui n'ont pas une grosse culture sur ce qu'était cette équipe de Détroit, allez voir, c'est vraiment, vraiment impressionnant. Carrément. Et je tiens à préciser aussi la petite anecdote. Sean Marks était dans cet effectif, le GM de Brooklyn et champion NBA avec les Spurs aussi en 2005. Voilà, je voulais le placer au passage. Ça fait toujours plaisir pour les fans des Nets. Mais tu fais bien de le dire, effectivement, aussi, voilà, match 7, Tony Parker c'est toujours les matchs 7, surtout en finale, c'est toujours quelque chose et ça commence à rentrer un petit peu dans les têtes. Et puis, bah, voilà, du coup, 2005, on a un Tony qui commence à être respecté dans la ligue véritablement, qui commence à faire ses classes. 2 titres NBA, c'est pas rien non plus. Théo, toi, ton ressenti, du coup, avant de parler de ce 3e titre un petit peu après, mais voilà, là, sur le 2e titre de Tony Parker, qu'est-ce que toi, t'en penses? Comment tu vois son statut, son jeu? Comment ça se passe pour toi? Alors, en vrai, je vais rester un peu sur la même ligne conductrice, mais on parlait du fait qu'il ait dû affronter Jason Kidd pour ses premières finales. Pour ses deuxièmes finales, il se retrouve à affronter Chauncey Billups. C'était pas non plus n'importe quel meneur à l'époque, hein. Comme l'a dit Antoine, pour ceux qui connaissent pas très bien Chauncey Billups, regardez juste quel joueur c'était et le niveau de jeu qu'il avait à l'époque. Il est MVP des finales la saison d'avant, avec un niveau exceptionnel. C'était lui le leader de cette équipe de Détroit. Voilà, et puis du coup, j'ai regardé les stats et c'est vrai que Tony, notamment sur le dernier match, c'est très très compliqué le match 7 parce qu'il finit notamment j'ai les stats devant moi, il finit à 3 sur 11 au tir avec seulement 8 points. Pourtant, il joue 38 minutes, hein, donc il est présent pratiquement tout le match sur le terrain, mais c'est très compliqué. Mais c'est de l'apprentissage encore pour Tony Parker. En fait, je pense que Tony Parker, toute sa carrière, ce qu'il a essayé de faire, c'est tous les échecs qu'il a pu rencontrer, les transformer en apprentissage. Et je pense que c'est les finales de 2003 comme les finales de 2005, malgré le titre au bout collectivement et la réussite collective, pour Tony, elles sont quand même ratées dans l'ensemble, même enfin ratées, un peu inconstantes en tout cas. J'ai pas envie de froisser Lucas tout de suite, mais elles sont et voilà. Et du coup, c'est de l'apprentissage pour Tony et c'est ce qui permet, ce qui lui a permis en fait d'aller après. Gratter des performances, des records individuels, des trophées individuels, pardon. C'est ce qui lui a permis de faire le joueur qu'il a été, en fait, encore une fois. Ces 2 premières finales sont de l'apprentissage. Et en 3e finale, je pense pendant cette 3e finale dont on parlera après, on voit le vrai Tony Parker à un niveau de finale NBA, en fait. Juste pour un petit peu le placer, Chauncey Billups, il est All Defensive Second Team en 2005 et 2006, donc pour se rendre compte du niveau de l'opposition en face. Et c'est clairement un très très fort joueur. Chauncey Billups qui d'ailleurs maintenant est assistant aux Clippers et Nicolas Batum, on en parlait, je l'avais eu en interview la semaine dernière, dit que c'est une vraie présence. Qu'il aime bien un petit peu en plus, ils ont la permission tous les assistants de rentrer dans la gueule des joueurs. Donc, je me dis que ça pourrait être une influence très positive aux Clippers si on regarde un petit peu la suite de la saison. Là, je voulais juste le placer vite fait. Et tu fais bien de le dire. On continue dans la carrière de Tony. On va remonter tranquillement. On parlera aussi de son jeu, etc. tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas. Remontons encore un petit peu. On a parlé de ses 2 premiers titres. Tony Parker qui continue à progresser, vous l'avez dit, messieurs. Tony qui termine du coup, qui continue à augmenter ses stats. On passe maintenant. Il arrive tranquillement vers les 20 points de moyenne. On est sur du 19 points de moyenne. Il connaît sa première sélection de All-Star en 2006. C'est le premier Français sélectionné au All-Star Game. Et ça non plus, c'est pas rien. On commence à découvrir, la Ligue commence à reconnaître véritablement Tony Parker. Alors, il n'y va pas directement titulaire. Et c'est pas non plus une grande star de la Ligue, mais c'est quand même un joueur qui est sélectionné au All-Star Game en 2006. Et puis, en 2007,
enfin les Spurs se font sortir en 2006 par les Mavericks au match 7. Ouais. L'année d'après, on arrive avec une équipe toujours aussi compétitive. On a toujours ce côté, ce trio magique qui a commencé à se former avec Manu Ginobili, avec Tim Duncan notamment. Bruce Bowen est toujours là. On a une équipe, tu l'as dit Antoine, qui vise le titre en fait à chaque année et qui va le décrocher en 2007 face aux Cavaliers de LeBron James, 4-0 en finale. C'est pas le LeBron qu'on connaît actuellement ultra dominateur, mais c'est un très beau LeBron James quand même, et les Spurs font véritablement le taf en finale en 2007. Et puis on a surtout Anthony qui est très bon là cette fois-ci, puisque Ouais, il doit être pas loin des 20 points de moyenne. Il est monstrueux sur tous les matchs. Il n'y a pas un match où il passe complètement à côté, on va dire. Il est à 24,5. Voilà, 24. Des finales de Barjo. Ouais, finale de fou. Et alors qu'on attendait peut-être, on le dit en plus dans le docu, qu'on attendait peut-être un Tim Duncan MVP des finales pour le côté symbolique. Voilà, c'est un Américain qui est toujours très bon. Et on va le donner à Tony Parker. Faut se rendre compte un petit peu de ce que c'est d'être MVP des finales. Je sais plus si tu te souviens, Théo, dans le docu, je sais plus qui le dit, mais pour lui, c'est peut-être quasi plus important d'être, c'est plus beau d'être MVP des finales que d'avoir le titre. C'est des journalistes américains, mais je ne sais plus comment il s'appelle. C'est le même qui dit qu'il est plus heureux. Ouais, je ne me souviens plus du nom. C'est ça. Mais voilà, on a un Tony Parker à ce niveau-là. Lucas, là, tu vois peut-être un peu mieux. Tu as grandi depuis. Ouais, c'est bon. C'est à peu près l'année. Ouais. Moi, c'était vers le Big Free que j'ai commencé à les suivre vraiment parce que c'est là où j'étais en âge. Et c'est vrai que là, c'est la saison qui est monstrueuse. Comme l'a dit Antoine, les stats sont complètement folles. Déjà, les Spurs, ils jouent à peine 20 games. Ils mettent 4-1 à Denver, 4-1 à Phoenix, 4-1 à Utah, 4-0 à Cleveland. Donc déjà, en termes de playoffs, c'est un stomp complet. C'est juste 4 défaites sur l'ensemble des playoffs, c'est monstrueux. Et individuellement, Tony Parker, il est monstrueux. Je regarde ses lignes de stats, ça fait peur. Donc, au-delà du titre, évidemment, du 3e titre, alors qu'il en est à à peine sa 7e saison, il claque un MVP des finales. Et ça, effectivement, comme on le dit, c'est peut-être la plus belle des récompenses qui laisse présager en tout cas une suite encore pareil, qui peut continuer parce qu'à ce moment-là, il est tout simplement monstrueux et il prend de plus en plus le jeu à son compte, même si effectivement la star reste Duncan entre guillemets, il prend de plus en plus le jeu à son compte dans le Big Free et il continue en fait à évoluer. C'est une explosion au fil des années, quoi. Premier titre, il est irrégulier. Deuxième titre, il est plus régulier mais une moyenne basse. Et troisième titre, il est régulier et une moyenne haute. Donc, on voit l'évolution sur les 6 années, en fait, même s'il n'y a pas de back-to-back dans les titres, quoi. Voilà. Antoine, ce titre, toi, comment tu l'analyses en 2007 avec, on l'a dit, Tony Parker, MVP des finales? En fait, dans le spectre de sa progression de carrière, c'est que vraiment, comme il se fait quand même démonter par une des toutes meilleures équipes défensives qu'on ait jamais vues dans l'histoire de la Ligue des Pistons, et un énorme défenseur avec Chauncey Billups, il se rend compte qu'il a quelques limites encore, et notamment qu'il faut qu'il travaille sur son tir. C'est le joueur le plus rapide ballon en main de toute la NBA. C'est un joueur qui a un énorme taux de pourcentage, et même le meilleur taux de pourcentage de réussite dans la raquette, alors que c'est un tout petit parmi les géants. Mais il lui faut une arme de plus parce que sinon il est prévisible. Et surtout en playoff. C'est ça qui fait qu'il a eu des limites en playoff, c'est que tu joues la même équipe plusieurs fois, tu es scouté en permanence, le game plan il est ajusté tout le temps, le match-up individuel il est surboosté par rapport au match d'avant, puisqu'il a, tu vois, donc c'est très 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 difficile à ce niveau d'excellence de continuer à performer si tu n'as pas cette arme-là. Donc il bosse avec Chip Engelland, qui est le shooting coach des Spurs. Pour moi, il n'y a que 3 vrais shooting coachs dans toute la NBA. Les autres, c'est un peu des prestigiateurs, on n'a pas vraiment vu des résultats. Tu as Chip Engelland qui donc sévit depuis plus de 10 ans, 15 ans à San Antonio, qui a notamment, il suffit de voir tous les joueurs qu'il a formés, on parle aussi de Kawhi Leonard, etc., sur cet aspect-là. Tu as Bruce Fraser aux Warriors, on ne va pas détailler plus, et tu as, j'oublie à chaque fois son prénom, et c'est Vincent, son nom de famille, aux Pelicans. Et il est en train de faire du beau boulot avec Lonzo Ball et Brandon Ingram et Zion Williamson. Donc ça devrait payer des dividendes de plus en plus. On a quand même déjà un MIP pour Brandon Ingram, c'est pas mal.
Du coup, pour revenir là-dessus, donc c'est ce boulot-là qui fait que Tony arrive à monter en puissance, puisque maintenant il a une arme de plus et qui permet de déjouer un petit peu justement les match-up individuels et les game plans contre lui de toute l'équipe adverse. Il est All-Star du coup dès 2006 en fait. Donc c'est là où déjà d'être un bon joueur titulaire dans une très bonne équipe, voire même d'être un très bon joueur titulaire dans une très bonne équipe, c'est bien. Mais d'être All-Star, on est déjà à un autre statut. Et effectivement, quand il donc rebelote All-Star l'année d'après et qu'il est carrément MVP des finales, là, on touche au sublime, quoi. D'autant que, certes, beaucoup chambrent en disant ouais, mais il avait Daniel, qui en plus un des pires surnoms de l'histoire de la NBA, Booby Gibson en face de lui. Il a aussi Larry Hughes qui avait été All Defensive Second Team 1 ou 2 ans avant, 2 ans, genre 2005. Je crois que c'est entre quand il passe aux Wizards et les Cavs. Puis j'ai un peu triché, j'ai regardé. Donc du coup, non, quand même, c'est des superbes finales. Moi, je me rappelle les avoir regardées en direct. Donc toi aussi, Lucas, apparemment. Il n'y a rien à dire. Il est étincelant. Quand on a les commentaires de Georges Eddy, certes, Georges s'extasie régulièrement, mais a raison. Voilà, c'est pas quelqu'un qui pète les plombs pour rien, Georges. Donc, quand il se passe ce qui se passe avec Tony, c'est magnifique, ces finales. C'est vraiment impressionnant. Il a à 57% à 3 points. Il rentre tout ce qu'il veut. Ouais, donc, pour un joueur qui, encore une fois, n'avait pas de shoot. C'est vrai. Non, et puis c'est des moments clutch, même si en face, bon, ils se prennent un sweep et que Cleveland a vraiment du mal sur pas mal d'aspects. Il y a plein de moments où c'est lui qui rentre le tir important à ce moment-là du match, etc. C'est une domination totale. Domination totale des finales de Tony. Alors là, on est vraiment dans l'exceptionnel. Juste avant d'enchaîner sur la suite de sa carrière, Théo, vite fait, sur l'influence que peut avoir ce titre pour lui et surtout même, là on est dithyrambique sur ce titre-là aussi où il est du coup MVP en 2007. En France et un peu partout, même dans la NBA, on commence véritablement à mettre un nom sur Tony Parker et c'est pas négligeable l'impact qu'il a tout simplement. Ouais, après, moi, de souvenir, Tony Parker, après, c'est vrai que le basket à l'époque était beaucoup moins médiatisé qu'aujourd'hui, notamment la NBA. Mais à l'époque, Tony Parker, il commençait déjà à se faire un nom en France. On attendait un peu aussi les résultats avec le DF, ce qui a longtemps joué contre lui, notamment en France, hein, surtout, des résultats avec l'équipe nationale. Mais j'étais en train de checker un peu là, les stats de Tony. Ses 2 premiers matchs de finale, c'est 2 masterpieces, hein. Le premier match, il termine à 27 points, 7 passes. Et le deuxième match, il est à 30 points, à 65% au tir. Il est juste insolent de réussite. Il est, comme vient de le dire Antoine, en fait, Georges dit s'extasie et pas pour rien parce que Tony est juste parfait, en fait, fait exactement ce qu'on lui demande. Et en plus, moi, ce que j'ai découvert, non, mais ce que j'ai cru comprendre dans le documentaire, c'est qu'à ce moment-là, il n'avait pas encore la liberté qu'il voulait aux Spurs avec la balle en main. Il avait des schémas à respecter de la part de Pop, etc. Et je me dis, si ces finales-là, si Pop lui dit fais ce que tu veux, pour moi, il peut les salir encore plus Cleveland parce qu'ils n'avaient rien à lui offrir comme résistance vraiment, même si Larry Hughes à ce moment-là est plutôt bon. Ils avaient rien à lui offrir, ils avaient rien à lui offrir comme résistance à ce moment-là et ils faisaient ce qu'ils voulaient contre Cleveland. Et c'était juste insolent la réussite de Tony, son niveau de jeu. Il a été parfait de bout en bout des finales. C'est lui qui a mené les Spurs notamment au scoring. Il y a presque 6 points d'écart entre lui et Tim Duncan, qui est le deuxième meilleur marqueur de l'équipe. C'est impressionnant. C'est l'option numéro 1 offensive sur ce titre-là, en tout cas en finale. Et, tu fais bien de le mentionner, messieurs, si vous le voulez bien. On a parlé des 3 premiers titres. C'est pas les seuls pour Tony Parker en NBA. Si vous le voulez bien, on va enchaîner tout de suite avec la deuxième partie. On va parler de l'autre période de Tony Parker en NBA, de la suite de sa carrière, dans cette deuxième partie d'émission, tout de suite. And the final seconds set to tick off. San Antonio is back on top once again. The Spurs are the 2014 NBA champions. Et on est toujours dans cette émission spéciale pour parler de Tony Parker et de sa carrière en NBA. Notamment, on parlera de l'équipe de France tout à l'heure aussi, bien évidemment, puisqu'on va parler de l'héritage un petit peu de Tony Parker, de cette réussite un petit peu qu'a eu Tipeee dans le basket. On a parlé des 3 premiers titres dans cette première partie, en 2005, en 2003, en 2005 et en 2007.
Après ça, c'est un petit peu plus compliqué, en tout cas en termes de titres. Alors, Tony est toujours dominant en termes de statistiques, mais c'est plus compliqué entre cette période de 2007 entre 2007 et 2014 où les Spurs vont enfin revenir au top et choper une autre bague. Antoine, cette période-là, comment tu l'analyses, toi, cette période de 7 ans? Comment est Tony Parker pendant ces 7 années-là? Alors, c'est dur de résumer 7 ans, bien évidemment, mais voilà, sur cette période un petit peu, comment il évolue, notre Tipeee national? Alors, à titre personnel, c'est une période où moi, je viens un petit peu aux États-Unis la première fois, puis après, je rentre, je fais les études, etc. Et je reviens, j'essaye de revenir et finalement, finir par m'établir ici. Et donc, c'est mes premiers contacts avec les États-Unis, si tu veux. Donc, t'es français, ouais, machin, et puis très vite, t'aimes quoi? T'aimes le basket? Bon, ok, vite. Tony, c'était celui de conversation qui arrive très, très vite. Et en fait, donc il est quand même très connu dès qu'on parle un petit peu basket avec des gens, et même un petit peu en dehors, parce que comme il est sorti avec Eva Longoria, etc., c'est très facile de parler de Tony Parker quand tu es Frenchie dans ces années-là aux États-Unis. Donc, il est, donc pour ceux qui connaissent le basket, très respecté. Les Spurs commencent vraiment à montrer qu'il y a une côté dynastie, même si j'ai jamais eu le côté back-to-back. Voilà, ils sont toujours excellents. Il y a des saisons où ils finissent premiers à l'Ouest, et Dieu sait à quel point c'est difficile. Des saisons à 60 victoires, etc. Donc, et il est vraiment vu comme moi, quand je discutais vraiment avec des gens basket, un modèle à montrer aux jeunes, quoi. Ce côté mix américain-européen, c'est vraiment, vraiment admiré, quoi. C'est qu'il a ses qualités individuelles, quoi. Encore une fois, meilleur joueur, le plus rapide balle en main, capable de finir super bien dans la raquette alors qu'il est tout petit, etc. Mais en plus, c'est quelqu'un qui sait mener un collectif, quoi. Alors, il y a le côté huilé, etc. des Spurs, mais il y a aussi que c'est un joueur intelligent qui vient du basket européen, qui sait ce qu'il faut faire pour faire jouer une équipe, etc. Donc, il est très, très, très respecté dans le milieu. Même si moi, à l'époque, je ne suis pas journaliste à ce moment-là, tout de suite, tous ceux qui aiment le basket et veulent former des jeunes, etc., et tout, le montrent en exemple. Après, quand je commence à passer plus journaliste et à voir un petit peu du côté dans la NBA un petit peu, clairement, quoi, Tony, très très grosse référence. Il continue d'être All-Star, je crois. Attends, je suis en train de regarder quand même. Ouais. J'ai tout le temps en tête. Le Ouais, All-Star 2009, après le All-Star de 2012-2014. Bon, voilà, ça, il me fait même des All-NBA Second Team de 2012 à 2014. Ça, il est 4e, 5e MVP, souvent, il est dans la liste. 2012. Voilà, dans ces votes-là, voilà, ça reste très très fort. C'est juste qu'il n'y a pas de titre derrière jusqu'à 2014. Il y a quand même des finales en 2013. Mais sinon, on sait que c'est très 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 fort, quoi. Ça reste effectivement une référence, effectivement, au final, en 2013. D'ailleurs, j'ai la petite statistique, pour ceux qui ne connaissent pas, on calcule le win share en NBA, c'est la proportion qu'a un joueur à faire gagner son équipe. Pendant très longtemps, c'était Tim Duncan qui dominait ce classement pour San Antonio. On a eu du Manu Ginobili aussi en 2008. Tim Duncan encore, du Ginobili. Enfin, voilà, on se partageait un petit peu sur ce côté important pour l'équipe. Au final, Tony Parker, en 2011-2012, domine ce classement à San Antonio, ce qui prouve son importance on le savait très important, mais voilà, là, on a vraiment une statistique qui montre que Tony Parker domine et est vraiment le franchise player, on va dire, de cette équipe et le leader. Il y a une saison où ils commencent mal, les Spurs, là, ils ont 3 défaites d'affilée ou un truc comme ça, ils pètent 55 points, quoi. Au 4e match pour la victoire et les relancer et remettre un peu la saison sur les bons rails, quoi. Pour donner une anecdote. Ouais. C'est 55 points, il faut aller les mettre quand même. Ouais, c'est sa meilleure performance offensive, ouais. En 2010. Je devrais le faire peut-être un jour, mais pour l'instant, c'est effectivement encore le record pour un Européen c'est dur. Actuellement. Lucas, toi, cette période là, voilà, tu t'y es intéressé peut-être un peu plus maintenant, et puis tu vois aussi ce côté petit Frenchie qui débarque à San Antonio. On est aussi sur le côté, je ne sais pas toi comment tu l'as vécu en tant que fan, mais voilà, c'est le moment aussi où les Spurs sont devenus une équipe qu'on aime suivre aussi en Europe, justement grâce à Tony Parker, grâce à ce côté. Grâce à ce trio aussi avec Ginobili et Tim Duncan, les fans de basket
européens tout jeunes commencent à découvrir aussi le basket grâce à San Antonio et grâce à Tony Parker. Je sais pas comment ça a été pour toi, Lucas. Oui, c'est ça, c'est un peu Après les trois titres et tout, c'était voilà, le Big Free, tout le monde suivait. Moi, ce que j'aimais beaucoup chez les Spurs, c'est au-delà, bien sûr, de ce Big Free, il y avait ce côté de jeu très collectif qui reposait pas forcément que sur une personne qui était obligée de claquer ses 40 points par match pour entre guillemets, carry son équipe. Moi, j'ai jamais trop aimé ce basket-là. Je respecte parce qu'il y a des joueurs qui me font quand même vibrer dans la ligue, qui sont un peu dans ce style de jeu-là. Mais c'est vrai que les Spurs, ça a toujours été le collectif, même si bon, tu avais trois monstres à l'époque, ça a été toujours la tendance chez les Spurs depuis des années. C'est ce qui me plaît, ce qui me séduit, c'est aussi la patte un peu Popovic et du jeu des Spurs. Sur ces années-là, c'est-à-dire 2007, 2014, ou même jusqu'à 2013, moi je vais jusqu'à 2013 parce que pour moi, cette finale, on ne doit jamais la perdre. C'est juste n'importe quoi, donc on en reviendra. Donc pour moi, 2013, on a un titre, voilà, c'est simple. Il m'en bat les couilles de Ray Allen, de LeBron James. Non, non, on fait faute, on fait comme à l'européenne, on ne fait pas les strass et les paillettes, on fait faute, on limite le joueur à 2 points et on repart avec un titre. Voilà, bon, on l'a pas fait, on est puni, on est puni. Donc jusqu'à 2013, c'est que Tony, on va dire qu'il va passer ses années à essayer effectivement d'emmener avec ce Big Free cette équipe à chaque fois en finale. Mais bon, malheureusement, tu tombes contre des monstres parce que tu perds plusieurs fois contre les Lakers de Kobe, donc c'est difficile aussi. Faut pas oublier qu'il y a Kobe dans la ligue parce qu'on a tendance à dire que voilà, mais donc tu tombes aussi contre des bonnes équipes. Et à côté de ça, bon, il soigne quand même ses stats. Hein, les Suns, c'est leur bête noire. Oui, les Suns qui étaient très forts aussi. Et si tu peux repasser du Sean Marks, tu me places là aussi. Carrément. Et donc voilà, tu tombes souvent tu arrives en finale, enfin souvent, donc ça prouve la régularité de l'équipe, mais tu perds soit en finale de conf à l'Ouest parce qu'on sait qu'elle est très difficile, ou soit en finale carrément NBA. Donc c'est pas non plus des mauvais résultats, mais le titre, on a du mal à aller chercher. Là, il soigne un peu ses stats individuelles, il va chercher des records, 55 points, il est All-Star, 5e MVP, il est aussi pas épargné par les blessures, il se blesse plusieurs fois à la cheville, donc il rate aussi une saison où il fait que 2 matchs de playoff, je sais plus quel année c'est, mais je crois que c'est les 2009-2010 où il est quasiment pas là parce que il est blessé. Donc voilà, c'est un peu des années de transition où finalement il est quand même bon, mais l'équipe, et c'est là où il se rend compte peut-être aussi que c'est pas si facile que ça de gagner des titres en NBA, que voilà, il en avait gagné 3 sur les 6 ans, mais sur les 7 premières années, mais que finalement, voilà, quand tout se chamboule et qu'il y a d'autres équipes, il y a d'autres joueurs qui sont là, c'est pas facile de tenir toute une saison et d'emmener en playoff. Mais bon, après, on arrive à 2013 et là, c'est bon, patatras, quoi. Bon, on va en parler, t'inquiète. Juste, ce que je voudrais aussi du coup, dire, et ce qu'on ne se rend peut-être pas compte, c'est la domination qu'ont les Spurs et la difficulté de dominer autant, aussi longtemps. On a l'impression que c'est facile maintenant, mais même si on regarde n'importe quelle équipe NBA actuellement, on le sait, la NBA, c'est une ligue où il y a des cycles, où les équipes sont au top un jour et peuvent être en dehors des playoffs 2-3 ans après. Il y a plein d'équipes qui le prouvent et dominer aussi longtemps sous l'ère de Pop notamment, toujours terminer avec un bilan positif, et c'est positif très largement. À chaque fois, on est sur des pourcentages des saisons à la moins bonne saison sous Pop, je crois, qui termine, enfin à partir du moment où ils ont gagné des finales, je crois qu'ils sont à 50 victoires, je crois, ce qui est incroyable en soi. De quoi ? Petite saison. Ouais, non, quand tu termines à 50 victoires pour les Spurs, c'était pas ouf, mais c'est vraiment une domination extrême, et Tony Parker fait partie de ce collectif-là. Juste Théo, avant de parler de cette finale 2013 et de la finale 2014 qui gagne, un petit point quand même sur le jeu. Antoine en a pas mal parlé, de ce côté très rapide, balle en main, de ce shoot, etc. Pour ceux qui ne connaîtraient pas un petit peu Tony Parker, non plus sur cette époque, qui n'ont pas eu la chance de le voir jouer, comment toi tu définis un peu Tony, comment tu vois ses caractéristiques de jeu, notamment sur cette période-là où il s'affirme véritablement en tant qu'All-Star et très bon joueur NBA? Ouais, après, c'est un meneur, donc, comme l'a dit Antoine, de toute façon, qui a le cerveau d'un joueur européen, c'est-à-dire un QI basket très, 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 très largement au-dessus de la moyenne. Qu'il a toujours prouvé, un joueur très rapide avec des premiers appuis qui faisait très mal aux défenseurs adverses, une capacité de finir proche du cercle, pour moi il fait partie des meilleurs de l'histoire dans ce domaine-là, sur sa finition proche du cercle, à ce poste-là en tout cas. Et puis il y a l'impact de sa marque de fabrique, ce fameux flotteur qui passe par-dessus les big guys, comme ils disent.
et les big men. Et ces flotteurs-là, aujourd'hui, on voit dans la ligue de plus en plus de meneurs l'utilisent. C'est devenu une marque de fabrique. C'est devenu le meilleur moyen d'esquiver le contre pour les meneurs. Et du coup, ouais, Tony Parker a laissé une marque indélébile rien qu'avec ce flotteur dans la ligue, parce qu'aujourd'hui, on voit des joueurs comme Jamal Murray, même comme CJ McCollum, ou ce style de joueur-là rapide, qui aime bien pénétrer et aller proche du cercle, qui utilise ce flotteur-là, parce que Tony Parker l'a fait tellement à la perfection, ça a été tellement une arme létale que tout le monde l'a utilisé. Donc voilà, Tony Parker, c'est quelqu'un qui a laissé une marque dans la ligue et qui à ce moment-là a passé un cap. Moi, je voudrais revenir juste sur la saison 2011, qui est en même temps l'une des meilleures saisons individuellement pour Tony, qui est top 5 MVP, qui est 5e du MVP, juste derrière Kobe, qui est en 18-8. Les Spurs sont à 60 victoires, mais il y a ce choke en playoff, défaite au premier tour contre les Grizzlies, un upset 1-8 qui est un des upsets peut-être les plus surprenants de l'histoire en tout cas. Mais à part ça, il roulait sur la Ligue et sur la conférence Ouest tous les ans pratiquement San Antonio. Quand ils n'étaient pas en finale de conférence, c'était un gros drame pratiquement pour les Spurs. Donc non, et Tony y est pour beaucoup dans cette réussite-là. Et tu viens de le dire, et c'est vrai que se parler de ce flotteur, ce geste-là technique qui est assez difficile en fait si vous avez joué un petit peu au basket, c'est pas si simple que ça en soi de réaliser ce geste-là. Et Tony, on a vraiment fait une marque de fabrique. On est sur peut-être tout le monde le dit, hein, c'est un modèle du genre en la matière, même encore actuellement. Messieurs, on va être obligé de parler, désolé Lucas, de cette finale quand même. On va parler des années 2013-2014. Parlons de cette première finale. Antoine, toi, comment tu l'as vécu? On le rappelle, les Spurs qui terminent en finale contre Miami. Ils retrouvent LeBron James notamment, qui est aussi en mission. Il y a un autre Big Three en face. Finale compliquée, plus difficile que peut-être que les autres. Vous avez gagné 4-0 contre Cleveland en 2007. Là, on arrive sur une toute autre adversité au final. Ouais, moi je suis à Miami pour les matchs 6 et 7. J'avais été pris sur d'autres trucs avant. Je me dis, c'est nickel, j'arrive pile au bon moment. On va avoir Tony et Boris aussi, parce qu'il y avait Boris Duc qui avait rejoint les Spurs à l'époque. C'est magnifique, on est tous prêts là, tous les journalistes français, on est prêts. On va envoyer du lourd, ça va être historique, etc. C'est magique. Donc voilà, imaginez le contexte. Hein. Miami, le Big Three, super culture du Heat, même si les fans sont absolument imbuvables, même si eux boivent beaucoup. Du coup, voilà, on va juste parler du match 7 et des dernières minutes où, du coup, forcément, on est tout en haut, nous. Hein, ils ne nous filent pas du courtside. Je m'apprête, j'ai la caméra parce qu'il faut que j'aille filmer, machin et tout. Je m'apprête dès que c'est fini, il faut que j'aille dans le vestiaire pour avoir les images de quand ils rentrent, etc. Donc, je commence à descendre au moment où les fans du 8 se barrent parce qu'ils pensent qu'ils ont perdu le titre. Ça y est, on est match 6 là. Ouais, donc, ça renverse des poubelles par terre et tout. Moi, je suis en train de faire quelques images de ça alors que je descends. J'arrive et je me cale donc là pour le coup à 4, 5, 6 rangées. Quoi. J'ai réussi à passer à chaque fois en montrant mon accred. Alors, normalement, on n'est pas censé être là, mais les mecs de la sécurité comprennent que tu es là pour faire des images. Me laisse un petit peu passer, tolère à la fin du 4e quart-temps. D'accord ? Donc, je suis chaud, là, je vois le match, c'est pas du tout pareil que quand tu es tout là-haut, tout est beau, machin, je dois faire les 4-5 dernières minutes comme ça de jeu. Où je commence à descendre vers... donc, ça, on est à peu près, peut-être les 2-3 dernières minutes de jeu. Et donc, effectivement, tu te poses ces questions sur pourquoi, machin, et tout, et pas faux, t'es bizarre. Mais surtout, donc, tu vois ce tir de Ray Allen, moi, je suis le long de la même ligne de touche, mais sur l'autre panier. Et la vision est quand même assez hallucinante. Quoi. Ça va être fou. Donc, en plus, avec Tony qui défend sur lui. C'est une image qu'on ne voit pas toujours, mais il essaye d'aller le chercher, etc. Il met la main devant et tout. Et puis, ça Ray Allen, son shoot en suspension, là, il est tellement beau. Donc, quand tu l'as dans l'angle de vue comme ça, bref, forcément, le hit qui machin et tout. Et moi, je me dis, c'est pas possible. Je veux dire, il y a un karma quand même. Ces fans que je ne peux pas supporter, les fans. Je parle des fans du 8 à Miami. Hein. Je ne parle pas des fans du 8
en France, etc. Les fans du Heat à Miami, on n'est pas amis pour le coup. Du coup, je me dis, karma, c'est pas possible, les mecs se sont barrés. D'ailleurs, ils n'ont pas pu rentrer dans la salle après. C'est pas possible que les Spurs ne gagnent pas. Et là, donc prolongation, moi je vois toutes les prolongations comme ça, du coup, ce qui est magnifique. Hein, tu es au 4e, 5e rang, tu vois des prolongations d'un match 6, c'est bien, t'es bien, Ouais, content. Et du coup, derrière, en fait, on se rend compte dès la fin du match 6 qu'ils n'y arriveront pas. C'est impossible le soufflet est tellement retombé. C'est le match qu'ils devaient gagner, qu'ils n'y arriveront pas. C'était des finales magnifiques. C'est parmi les plus belles finales de toute l'histoire de la NBA. Même le match 7, il est vraiment pas mal. Ce match 7, ils n'en passent pas si loin que ça du tout. Mais s'il n'y avait pas eu cette décharge mentale, ils pouvaient gagner. Le meilleur basket, c'était les Spurs. Même si le Heat, c'était magnifique parce qu'en plus, il y avait ce Big Three, etc. Mais le meilleur basket, c'était les Spurs. Et ils n'ont pas réussi à gagner cette finale. C'est là où aussi on voit la force. Déjà, Tony et Boris qui vont en équipe de France après et qui gagnent un titre et qui derrière réenchaînent et les Spurs pour la saison qu'ils font où là ils sont en mission, ils sont intouchables. Ils sont intouchables. Voilà, quand on peut comparer aux Celtics de 86, aux Lakers de allez, c'est quoi la meilleure saison des Lakers 84, 80, enfin voilà. On peut comparer à Jordan, les Bulls de 96. Enfin, voilà. Avec un basket tellement beau à voir. Mais mais quelque part, est-ce que ça rend pas le truc un peu plus beau? Je sais pas. Ce qui vraiment l'aurait fait plus beau, c'est si c'était un back-to-back. Et ça a maintenu un petit peu la légende de LeBron James. C'est ça. Parce que si là, LeBron James, il ne gagne pas en 2013. Le Heat à l'époque, eux aussi étaient en mission. Finale d'affilée perdue. Enfin, d'affilée, plus ou moins. Quoi. Deux d'affilée et une de 2007. On ne parle pas de la même chose. Hein. C'est ce qui, il se raccrochait juste à ça. On va dire que là, LeBron James se raccroche à cette branche à ce moment-là, hein, surtout avec la The Decision en 2011. Ce match 7 suspect d'ailleurs avant The Decision. Enfin, ça sentait pas très bon LeBron James à l'époque. Hein. Là maintenant, on défie un petit peu sa figure, etc. Mais c'était pas ça, quoi. Donc ouais, pour pas parler que des Spurs. Il y avait effectivement une grosse mission en face. Théo, on a parlé de cette finale perdue face à Miami en 2013. Au final, les Spurs, on l'a dit, terminent la saison d'après en 62-20. Ils sont aussi là, du coup, il y a une grosse mission. Pour l'histoire, pour toi, on le dit aussi un petit peu dans le docu, je crois, ils n'insistent pas trop là-dessus, mais c'est vrai qu'il y a un gros, on a parlé de l'apprentissage, là il y a un gros apprentissage, même si c'est un gros coup sur la gueule, il y a quand même un gros truc à en tirer, il y a une énergie, une motivation supplémentaire pour aller chercher le titre l'année d'après au final. Ouais, en fait, là je pense que très honnêtement son apprentissage est terminé, même de ce niveau-là, il a terminé son apprentissage, mais je pense que par contre ça a rajouté un espèce de supplément d'âme, et je pense que le joueur chez qui ça s'est le plus vu, c'est Kawhi. C'est que Kawhi Leonard, entre ses finales 2013 et ses finales 2014, c'est plus du tout le même joueur. En 2014, il veut que LeBron mange le parquet toute la finale. Et il permet à cette équipe de passer un cap, de contenir le meilleur joueur du monde à ce moment-là. Et, enfin, le meilleur joueur du monde à ce moment-là. Et du coup, collectivement, je pense que cet échec de 2013 a permis aussi ce titre aussi magnifique que celui de 2014. Parce que je pense qu'on oublie souvent la finale de 2014, mais c'est, comme le disait Antoine, c'est l'un des plus beaux baskets qui a été pratiqué en finale NBA sur cette finale 2014. C'est que tous les joueurs des Spurs sont tout simplement exceptionnels. La balle circule, c'est magnifique à regarder. Pour tous ceux qui n'ont pas vu ces finales-là, faites-vous plaisir. Hein. Même si c'est un blowout, la finale en elle-même, et que les Spurs sont clairement au-dessus, rien que pour le jeu proposé par les Spurs et par Tony Parker à la gestion de cette équipe-là, faut regarder, il faut voir. C'est un moment d'histoire pour tous les fans de basket français. Tant Tony Parker gère
une symphonie. C'est une symphonie, ce basket des Spurs, et c'est Tony Parker le chef d'orchestre. Et tu fais bien de le dire pour ce titre en 2014 où Kawhi termine MVP des finales, tu l'as dit, mon cher Théo. Parlons, messieurs, de cette fin de carrière, en tout cas aux Spurs. On parlera vite fait de la suite avec Charlotte après, mais juste un petit mot quand même sur l'après 2014, on va dire, où au final, les Spurs ne connaîtront plus ni les joies d'une finale NBA, ni le joie d'un titre, du coup, forcément. Comment ça se passe, Antoine, toi qui est un peu suivi du coup de là-bas les finales après les finales du coup la fin de Tony Parker, comment tu le vois toi sur cette fin de carrière entre guillemets aux Spurs, tu continues de le suivre, comment ça se passe un petit peu aux États-Unis? Ils ont cette déception de ne pas réussir à faire le back-to-back, quoi. Surtout que, puis ce qui est marrant, c'est qu'il disait je voudrais offrir le back-to-back à Tim Duncan. Parce que c'est vrai que ces teams arrivent en fin de carrière, etc. Mais c'est comme si Tony se dit moi, j'ai encore une chance d'en faire un autre après. Donc, alors que là, il est plutôt jeune quand même s'il est plus jeune à chaque fois que Tilly et Manu. Et d'ailleurs, souvent, il en parlait. On pense que j'ai le même âge qu'eux parce qu'on a évolué ensemble, etc., que depuis le début, on est ensemble. Mais Tony est toujours plus jeune. Et lui, du coup, se dit que les Spurs vont continuer de dominer, etc. Et ça reste une très forte équipe. De toute façon, c'est la meilleure franchise sportive, tous sports confondus aux États-Unis des années 2000. Oui, on n'a pas la même production au niveau des Spurs, quoi. Ça reste une très forte équipe, mais il y a des blessures, quoi. Le personnel est vieillissant, ça ne performe pas de la même manière. Tony va être blessé assez souvent, et puis il y a cette grosse blessure que d'ailleurs je vais laisser le documentaire parler parce que franchement ils en parlent très très bien là-dedans. On est. Je pense que nous, de notre côté, on le sent quand même, quoi, parce que On lance sur la fin. Ouais, c'est plus tout à fait pareil, quoi. C'est plus tout à fait pareil. Et puis après, ça fait vraiment bizarre quand. D'ailleurs, Tony n'est pas All-Star dans ces années-là, donc ça montre un petit peu quelque chose. Et puis non, il va vraiment y avoir ce site donc à la blessure. Et puis après, il revient très bien, par contre, de la blessure. Ce qui n'était pas une mince affaire. C'est deux blessures. Il y en a une. Ensuite, il revient très bien. Et en début de play-off, après, c'est celle où il y a la grosse là, au genou. Et c'est plus compliqué, quoi. Même si, encore une fois, il arrive à revenir. Mais du coup, d'ailleurs, non, il revient bien aussi. Mais du coup, c'est le départ des Spurs pour faire cette dernière saison aux Hornets qui paraît quand même juste bizarre, quoi. Pour moi, c'est une forme de pré-retraite. Ouais. C'est pas. Voilà, c'est une espèce de. Je pars dans mes termes, puisqu'on voulait mettre troisième meneur et juste former les jeunes aux Spurs, et plus vraiment jouer. Donc au moins, je fais mes adieux au parquet comme j'ai envie de faire mes adieux au parquet. Mais dans cette histoire, etc., dans ce côté un peu la légende Tony Parker, ce dernier chapitre est un petit peu bizarre. C'est une forme de pré-retraite ou c'est une alternance, quoi, quelque part, puisque en fait, il est déjà très, très, très impliqué dans tout ce qui est hors basket, enfin hors athlète. Ouais. Et du coup, c'est un peu particulier. J'avoue que c'est effectivement une fin d'air un petit peu pour Tony Parker qui avait du coup connu des meilleurs jours sous les Spurs, et puis effectivement l'émergence de Kawhi Leonard, on l'a dit, du coup MVP des finales, et qui commence à dominer un petit peu cette équipe. Tony, tu me demandais un peu à titre personnel, si tu veux, pour un peu Tony, c'est quelqu'un qui est toujours un peu dans le contrôle. Donc même quand tu es journaliste, tu ne sais jamais exactement sur quel pied danser. Il va toujours faire le boulot, etc. Il est là. Mais il ne s'ouvre pas complètement. D'ailleurs, on voit même quand il fait la fête, etc., on ne voit pas une euphorie complète, quoi. Il y a toujours une forme de... Il ne se lâche pas totalement. Et donc, dans la dernière année là, où il est au Hornets,
tu peux encore parler du jeu, etc. et tout, mais en fait, moi, la seule interview one-on-one que j'ai avec lui, c'est sur le côté ses projets d'après, quoi. Et en fait, tu sens qu'il y a déjà un après-carrière qui est là, quoi. Encore une fois, c'est ce que je disais, c'est plus il fait cette saison pour partir comme lui il le veut, quoi. Et il y a ce côté, et puis bon, il bosse du coup au jour le jour avec Nicolas Batum. Il retrouve Michael Jordan, qui est celui qui lui a donné l'inspiration de monter au niveau où il est monté. Mais ouais, c'est plus le Tony que. C'est pas le Tony des Spurs, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est autre chose. C'est une autre version, quoi. Il l'avait connu effectivement pendant le coach. Il était venu jouer en France à Lasvel. Il devient président de Lasvel en 2014, d'ailleurs, il me semble, je crois. Il est actionnaire minoritaire avant 2009 ou 2010. C'est ça, et je crois qu'il devient président officiellement en 2014. Voilà, c'est ça. Pour la date précise, il me semble. Donc effectivement, on a sur un Tony Parker un peu moins souverain, en tout cas aux Spurs. Parlons de cette fin de carrière à Charlotte. Messieurs, si vous voulez bien, avançons. Lucas, toi, comment tu as vécu le départ de Tipeee, de cette franchise, en tant que fan des Spurs aussi, et puis voilà, même d'un point de vue un peu plus journalistique, comment tu as vécu ce départ de Tony Parker qui, du coup, a un petit peu choqué, puisqu'on s'attendait à un joueur qui reste tout le temps dans sa franchise, un joueur qui reste aux Spurs toute sa carrière, et qui part du coup à Charlotte. Pour faire juste un petit rapide, parce que je voulais parler. En fait, pour moi, déjà, il y a eu une fin de cycle, effectivement, pour revenir très rapidement à partir de April 2014. L'année 2014-2015, pour moi, elle est importante parce qu'on va en play-off et on perd contre les Clippers sur un match où on est battu par un Chris Paul qui est à moitié blessé, qui nous met un buzzer, je crois, lors du Game 6 ou Game 7. Et pour moi, déjà, là, ça casse tout. À partir du moment où là, les Spurs, on pourra plus espérer gagner un titre. Donc, il y a une fin de cycle. Et ensuite, il y a les quelques années qui suivent. Bon, voilà, il y a l'émergence de Golden State, donc tu ne peux plus rien faire. Il y a Curry, il y a la dynastie, donc c'est terminé. Bon, ensuite, moi, c'est cet épisode, effectivement, de Charlotte que j'ai du mal à comprendre. C'est un peu comme Antoine. Je ne sais pas trop ce que ça vient faire là. En fait, j'ai toujours pensé que Tipeee allait partir des Spurs, un peu comme Duncan et Ginobili. Donc, je fais mes adieux, on retire mon maillot. Et puis après, soit j'intègre le staff, soit je retourne en France, je fais un peu mes affaires, parce qu'il a plein d'affaires. Et puis là, on a l'impression qu'à la fois, il est un peu, je sais pas, j'ai cette impression-là, et à la fois, il ne le dit pas dans le documentaire, mais j'ai ce ressenti de se dire qu'il est peut-être limite un peu vexé de la proposition des Spurs de ce troisième poste de meneur, et qui se dit qu'il y a finalement la franchise de Michael Jordan qui lui dit viens jouer chez nous, tu vois, enfin, viens jouer chez nous, viens faire une année. On a l'impression que ce n'est pas qu'il a envie de se prouver quelque chose, parce qu'il est déjà, je pense, la tête ailleurs, mais il n'a pas envie d'arrêter, en fait. Il a envie de continuer à jouer. Et là, il se dit que, du coup, c'est sympa. Voilà, il est avec Batum, il est là-bas, c'est cool. Bon, il n'a pas grand-chose à faire. Ils n'ont pas non plus des ambitions folles. Donc, il peut former un peu les jeunes. Il va aider quelques joueurs. Donc, mais c'est quand… Kemba Walker, notamment. Ouais, Kemba Walker qui parle. Moi, je ne savais même pas. Kemba Walker, il parle. Ouais, quand il parle dans le docu, je suis surpris. Kemba, il a eu des yeux pour Tony. Enfin, c'est incroyable. Mais là, je me dis, putain, c'est ouf. Mais regarde la carrière de Kemba. C'est vrai. Kemba passe à un autre niveau. Il passe à un autre niveau, il devient un vrai franchise player. Il devient titulaire au All-Star Game. Il lui a fait passer un truc. Hein. Ouais. Et c'est pour ça que c'est un peu un épisode, Charlotte, où moi, en tant que fan, j'ai du mal à comprendre. Après, c'est aussi ses raisons personnelles. Il avait envie de continuer à jouer. Les Spurs ne lui proposaient pas un truc très alléchant, donc il part. Moi, ça ne m'a pas dérangé plus que ça en tant que fan des Spurs, parce que je sais que ce n'est pas une année à Charlotte qui va enlever les X nombreuses années qu'il a fait chez les Spurs. Mais c'est vrai qu'on se demande un peu ce que ça vient faire là au final, alors que bon, les trois quarts auraient voulu ou attendaient en tout cas une fin complète chez les Spurs sur la fin. Mais bon, au-delà de ça, c'est plus une petite surprise quand moi je l'ai appris qu'autre chose. Après, je me suis dit, il rejoint Batum, il rejoint son pote. Pas non plus non surprise. Il aurait été trade à n'importe quelle autre équipe, j'aurais dit what the fuck. Là, il est avec Batum, franchise de Michael Jordan qu'il appréciait puisque c'était son idole. Il y a une cohérence, on va dire qu'il y a un début de cohérence. Il ne faut pas oublier que Boris Diaw a une affaire aussi à Charlotte. Oui. Peut-être un petit peu, du coup, l'opportunité aussi de voir Boris qui a été bien sûr dans le basket. Bien sûr, exactement. Also an open up